Donc héberger de la BI sur, chez vous et pas dans le cloud, même si le cloud a ses avantages en termes de disponibilité de serveurs, en termes de maintenance, et que c'est clairement là où les éditeurs veulent vous amener parce que ça rémunère tous les mois au lieu de rémunérer quand vous achetez une licence. On va quand même voir qu'il y a eu pas mal de nouveautés sur 2016 sur la partie sur site, chez vous, dans vos infrastructures. Des nouveautés qu'on attendait depuis un certain temps, étant donné que sur 2014 et sur 2012, on n'a pas été très vernis, très avantagé sur cette partie-là, que la plupart des choses qui sont sorties sur la partie reporting ou qui sont sorties sur SQL Server ces dernières années étaient dans l'optique de vous faire migrer tout doucement sur la partie Azure. Je ne sais pas si vous avez eu ce ressenti. Pas du tout? Parfait. Donc avant de commencer à rentrer dans mon blabla de commercial pour vous vendre du on-premise, non. Je vais vous faire du blabla de commercial pour vous vendre les partenaires qui supportent cet événement. Vous voyez, on a une 13, je crois, 13 partenaires, ouais, j'ai envie de dire 13. 13 partenaires qui sont présents pour certains chaque année et sans qui nous ne pourrions pas organiser ce type d'événement gratuit. Vous n'auriez pas la chance de pouvoir venir un samedi matin et un samedi après-midi à la Tour Montparnasse pour m'écouter vous parler d'SQL Server. Vous vous rendez compte à quel point c'est important. Donc après la promotion commerciale des sponsors, ma promotion commerciale, j'en suis arrivé au stade où j'ai enfin mis ma photo sur mon slide de présentation. Comme ça, quand vous allez le récupérer, vous pourrez rêver de moi la nuit. Donc consultant décisionnel depuis 2009 et MVP depuis cette année. J'ai un blog, si ça vous intéresse, principalement technique, un Twitter et un mail, si un jour vous voulez me contacter pour discuter ou pour me donner de l'argent pour que je fasse du consulting pour vous, n'hésitez pas. Donc je fais partie de la société justement qui s'appelle Scope IT, qui est une petite société coopérative et qui est experte sur le domaine du décisionnel Microsoft et donc de SQL Server. Ok, 3 minutes sur la partie commerciale, c'était pas mal. Donc, de quoi allons-nous parler? On va parler des nouveautés SQL Server 2016. Il faut savoir que je vais parler de nouveautés SQL Server 2016, mais que tout n'est pas encore sorti. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Ce qu'on a à disposition aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'appelle la CTP 2.3, qui contient un certain nombre de nouveautés. Donc là, je vous en ai listé quelques-unes. Les non-clusters d'index modifiables, polybase, mais pas en version finale, en tout cas j'espère. Des nouveautés sur SSIS, des nouveautés sur Analysis Services tabulaire, même si elles ne sont pas encore visibles, vu que j'y reviendrai, mais un des éléments qui nous manque, c'est l'éditeur graphics, SSDT, pour SQL Server 2016, et pas encore sorti pour la partie BI. Donc on est très limité de ce que je vais pouvoir vous montrer, mais j'ai quand même pas mal bossé pour vous montrer des choses. Je vais revenir dessus pour me faire plaindre après, hein, pour que vous soyez compatissants. Quelques nouveautés sur SSRS sur la dernière version, sur la 2.3. Il faut savoir que c'est sorti ce week-end dernier, ou je sais plus, week-end dernier je crois, un samedi soir dernier. Donc pour pouvoir vous montrer quelque chose sur SSRS aussi, dernière version, ça a été pratique. Vous auriez pu attendre juste après que je vous invite à venir aux journées SQL Server qui sont en décembre pour que je vous en parle. Mais il y a d'autres choses que je vous montrerai aux journées SQL Server, ne vous inquiétez pas, vous pourrez revenir. Justement, Révolution Analytique R, ça va permettre de faire du R sur SQL Server. Ce n'est pas sorti en CTP 2.3, mais ce sera pourtant livré avec SQL Server 2016. Donc je vais en parler rapidement sur la conclusion si j'ai le temps. J'ai mis Excel 2016 parce que j'aime bien et que, vu que je suis devenu un utilisateur, j'utilise beaucoup. Donc je vous montrerai une petite nouveauté que j'apprécie beaucoup sur Excel 2016. Et c'est déjà pas mal. Donc en gros, on va parler de... Je ne l'ai pas marqué là, mais de DataZen, qui ne fait pas partie d'SQL Server 2016, mais qui a été livré cette année aussi. Et donc finalement, ça vous donne une corde de plus à votre arc pour réussir à adresser des problématiques décisionnelles. 2 Column Store Index éditables. Et si je me mets le plan, ça m'aidera, parce que je ne m'en souviens plus. Et donc BI Mobile, ça va être DataZen. Intégration de données de type Big Data, on va parler de Polybase. Et rapport opérationnel en temps réel, on va parler de Column Store Index éditable.
Donc pour pouvoir vous faire des petites présentations, je ne vais pas faire que parler de slides. C'est un peu la difficulté avec ce genre de session. Je ne sais pas, vous aviez peut-être peur de ça. Moi en tout cas j'ai eu peur de ça quand j'ai préparé ma session. C'est de faire une session uniquement à base de slides pour être sûr que ça marche. Parce que vu que c'est des CTP, il y a quand même une partie des choses qui ne fonctionnent pas. Donc je ne vous ai pas fait que des slides, j'ai quand même préparé un environnement. Cet environnement, il est composé à la base, avant ajout de ces briques-là. C'est-à-dire une brique site e-commerce. J'ai un petit site e-commerce qui s'appelle Nopcommerce que j'ai mis sur une machine virtuelle avec une base de données SQL Server 2016 en dessous. Ok? Rien de compliqué. Cette base de données et ce site Nopcommerce, je peux passer des commandes dessus. L'idée c'est qu'on puisse faire un peu comme dans la vraie vie. J'ai un site de e-commerce et j'ai des commandes qui vont être passées par des petits robots. Ça va être mon serveur de load testing qui utilise Selenium pour aller passer des commandes. Là ils sont en train de bosser, ils passent des commandes. Ça fait 3 semaines qu'ils passent des commandes maintenant, j'espère qu'ils ne sont pas trop fatigués. On a aussi du coup des logs de JS qui sont stockés sur le serveur de JS qui héberge le site. Donc là on a une machine, là on a deux machines de load testing, une dans Azure. C'est juste que j'avais plus de place sur mon serveur au bout d'un moment. Vous vous doutez bien avec toutes les machines que je vais avoir à la montée. Donc j'en ai mis une quand même sur Azure. Et une sur ma machine. Ensuite j'ai un flux SSIS classique, comme à la maison. SSIS qui tourne toutes les nuits et qui m'actualise mon data warehouse. Jusqu'ici, rien de surprenant, on est on-premise, c'est comme ça qu'on fonctionne. On fait notre petit SSIS, ça nous remplit notre data warehouse sous SQL Server 2016 aussi, avec notre modèle en étoile. Je suis sûr que vous faites tous un modèle en étoile chez vous, donc vous avez un petit data warehouse en étoile. Un cube tabulaire qui va me servir de cube vente. J'aurais pu faire du multidim. Je ne suis pas en train de dire qu'avec SQL Server 2016, il faut utiliser uniquement du tabulaire. Il y a toujours les deux versions qui sont disponibles. Et c'est toujours très intéressant d'utiliser le mode multidimensionnel pour une grande partie de vos projets. Ça demande une réflexion plus large, il y a tout un tas de documentation là-dessus. J'ai pris tabulaire parce que c'est plus récent et que... Voilà, après vous m'avez dit que je fais que du multidim, donc voilà, comme ça on a un petit peu de tabulaire. Et du Excel pour interroger le cube. C'est-à-dire je l'ai mis directement là, vous vous doutez bien que la flèche n'est pas au bon endroit, elle va sur le cube. Même si on peut attaquer la base. Donc du coup, on a dit 7 machines, un magasin de e-commerce qui s'appelle Nopcommerce, serveur Nopcommerce, un data warehouse qui va être sur le serveur qui s'appelle Polybase, un serveur de reporting qui va s'appeler DataZen. En fait, j'ai noté ça, c'est pour que vous m'aidiez quand je vais taper le nom des machines et que ça ne marchera pas. Vous me direz, ah mais non, c'était DataZen, ça c'est... sinon j'arriverai pas. Du load testing sur 2 machines, une locale et une Azure, et un cluster Hadoop de 2 nœuds. Pourquoi 2 nœuds? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas une capacité chez moi sur ma machine qui est sous ma télé à la maison de mettre 50 nœuds de 4 Go de RAM. Donc j'ai fait 2 nœuds sur Cloudera version 5. Ok? Pour ceux qui connaissent un peu Hyper-V, bah, ça ressemble à ça au final. Donc mes différentes machines qui sont disponibles ici. Et ici, tout en bas, c'est pas très important, mais vous avez l'état de mon cluster qui contient que 2 nœuds et qui contient mes données, vous voyez ici. Jusqu'ici, tout va bien. Je vous ai rien appris, mais au moins je vous ai dit ce que je vais vous présenter. Donc, je vous reprends rapidement le plan. BI mobile, on va commencer par là. L'idée derrière cette session, c'est vraiment de vous présenter des cas d'utilisation, des cas d'usage. C'est de ne pas vous dire, ah, en 2016, il y a des nouveautés, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est plus une approche avec qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer comme cas d'usage qui n'était pas possible de réaliser en 2014 et que vous pouvez réaliser avec SQL 2016. Premier cas d'usage, faire de la BI pour les mobiles, pour les téléphones et pour les tablettes. En 2014, vous aviez du mal. Est-ce que vous savez ce que vous aviez à disposition en 2014 pour faire ça? Rien. Non, on n'avait pas rien. On avait Reporting Services, quand même, qui pouvaient vous permettre de le faire. C'était moche. En même temps, Reporting Services, de manière globale, c'est moche. Même sur un PC normal, quoi. Donc en mobile, c'est encore pire, mais ça peut fonctionner. Et vous aviez éventuellement Power BI. Mais vous n'étiez pas dans une architecture on-premise. Si vous vouliez le faire chez vous, avoir le software chez vous, c'était pas possible. Là, vous êtes sur une version, on va voir avec DataZen, nouvelle brique que vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire de la BI on-premise, donc créer votre serveur chez vous et mettre à disposition du reporting pour vos usagers. Données Big Data, en 2014, si jamais on vous disait tes logs de JS, j'ai pas envie de les normaliser pour les mettre dans une base, je vais les mettre dans un cluster Hadoop parce qu'il y a les data scientists qui vont utiliser le cluster Hadoop.
Et ben vous disiez ouais mais tu peux me générer des CSV quand même que je les récupère parce que là, moi avec SQL Server, aller taper dans un cluster Hadoop, ben je ne sais pas faire. De la même façon, si vos fichiers étaient stockés directement dans Windows Azure Blob Storage, vous aviez du mal à directement faire un select sur cette partie-là depuis votre serveur, votre data warehouse local. Moi ça je trouve ça très intéressant. Il n'y a pas un consensus complet entre nous sur cette approche-là, mais pourquoi? Parce que depuis des années maintenant, vous faites des data warehouse dans vos entreprises, souvent. Il y a eu beaucoup d'argent de mise en œuvre pour faire vos data warehouse. Genre des milliers d'euros, des millions d'euros. Et là, si on vous dit « Ouais, le big data, c'est l'avenir », on fout tout dans Hadoop. Ok. Tu veux dire que les millions d'euros que j'ai fait en ETL, je les mets à la poubelle et je remets tout dans Hadoop pour faire mes flux en Python. Ça fait marcher l'économie, ça c'est cool. Par contre, ça peut avoir un petit frein du côté de votre DAF, il va peut-être être un peu moins emballé que vous. Après, il faut voir si ça peut passer, pourquoi pas. Grâce à Polybase, vous allez pouvoir, avec très peu d'actions finalement de votre part, dire j'ai mon data warehouse classique dans SQL Server et je vais rajouter des tables de façon complètement transparente qui ne sont pas dans SQL Server, mais c'est lui qui va gérer. Moi, je n'aurai pas besoin de savoir ce qu'il fait. Je ne générerai pas de mapper et de reducer dans le vocabulaire Hadoop. Je ne vais pas générer de manière d'accès à ces données. C'est lui qui va s'en charger. Côté positif, vous rajoutez des tables très simplement. Côté négatif, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà. Mais ça va venir. C'est pas tout à fait mature, mais c'est quand même, moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce produit. On en reparlera. Rapport en temps réel. Comment? Aujourd'hui, quand vous vouliez faire du rapport en temps réel, dans le meilleur des cas, vous ramenez les données toutes les 5 minutes sur un serveur de data warehouse ou toutes les 5-10 minutes, toutes les minutes si vraiment vous avez des petits flux, mais sur des grosses volumétries, ça devenait vite compliqué. Solution que vous auriez pu envisager, je fais mes rapports directement sur le serveur de prod. J'attaque ma prod. Aujourd'hui, si vous faites ça, il y a des grandes chances que votre prod ne fonctionne plus. Si vous faites ça en 2014, vous mettez tout votre reporting sur les bases de prod, il va falloir, soit vous n'avez pas d'activité, auquel cas c'est bien parce que votre reporting marche. Par contre, c'est pas très intéressant à regarder, ça bouge pas beaucoup. Soit votre activité marche et vous risquez quand même d'avoir des gros ralentissements sur votre serveur de production. Donc on va voir qu'avec les column store index éditables, vous allez pouvoir mettre en place des choses pour que ça fonctionne mieux. C'est pas forcément la best practice, je vous dirai pas maintenant c'est fini les data warehouse, on met tout sur la prod. Ouais. Sauf que quand il faut croiser les données, ça va devenir compliqué quand même. Donc c'est pour certains types de rapports, ça peut servir. Nouveau cas d'usage. Je vais vous montrer rapidement quelques nouveautés d'SSRS 2016. Tout n'est pas sorti. Ce n'est pas les parties les plus intéressantes en plus qui sont sorties. Mais au moins, je pourrais dire que je vous les montrais. Et autres, dans les choses qui vont sortir plus tard, le support natif du R, je vais vous en parler sur quelle est la fonctionnalité apportée, mais on ne rentrera pas dans le détail, c'est pas disponible. Je pourrais toujours vous faire des slides et puis vous dire « Oh, il y aura ça », mais je ne sais pas si ça va marcher ou à quoi ça ressemble ou s'il y a un cas d'usage que je n'ai pas pu tester. Donc, j'en parlerai pas en détail. Ça vous va? Ça vous va pas, vous pouvez encore partir, il y a plein de... Je serais vexé, mais c'est pas grave. Donc, avec DataZen, du coup, ce que je vais faire, c'est dans mon architecture que je retrouve ici, ça c'est ce que j'avais avant. Et là, je me suis dit, je veux supporter le cas de la BI mobile. BI mobile, j'ai rajouté sur mon serveur tabulaire. C'est pas forcément une bonne approche de rajouter le service DataZen sur le serveur tabulaire. À votre avis, pourquoi j'ai fait ça? Authentification. Là, je me suis pas embêté. S'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être les poils qui s'hérissent avec Kerberos, là, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre sur la même machine. Déjà que la démo ne marchera pas, si en plus je mets du Kerberos, ça ne marchera vraiment jamais. Donc, cube tabulaire, j'ai installé le service DataZen sur le même serveur de front. DataZen, c'est quoi? Pour l'installer, c'est un exécutable qui se récupère sur le site de Microsoft et qui est gratuit si vous avez SQL Server 2014 Enterprise, minimum. Je dis pas de bêtises? SQL Server Enterprise minimum. Donc avec 2016, vous l'aurez aussi. Il n'y a pas de surcoût de votre côté et vous pouvez l'installer sur un serveur chez vous. C'est très simple à configurer. Moi, vraiment, ce produit m'a plu. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, surtout sur Microsoft. Donc on l'installe. Ils n'ont rien enchanté, ils ont acheté. Voilà, ils l'ont acheté. Mais c'est un bon achat. Bon achat. Du coup, on installe, ça se passe bien. On fait suivant, on configure des choses qui sont très simples à configurer et ça fonctionne pas trop mal. Ensuite, une fois que vous avez installé ça, qui va être votre serveur, ce qui va servir à héberger vos données. Héberger vos données, pourquoi? Parce que c'est ici que va se passer la déclaration de vos sources de données.
et l'accès à ces sources de données. C'est lui qui va ramener, si vous lui demandez, les données localement à l'intérieur de son service. Et ensuite, il va permettre à partir de 2 applications clientes, on parle bien d'applications clientes à ce niveau-là, donc le publisher qui vous permet de créer les rapports et le viewer qui vous permet de voir les rapports. Viewer, c'est disponible sur iOS, Windows Phone et Android. Publisher, que je sache, c'est disponible que sur Windows 8 et 7, je crois. 7, 8 et 10, forcément. Donc Viewer, ça va vous permettre de voir sur les différents périphériques vos rapports créés avec le publisher. Donc vous prenez le publisher, vous modifiez, vous publiez des rapports sur le serveur et les différents clients se connectent au serveur. Très très simple. Vous allez voir, hein, je vais vous faire une petite démo, c'est très très simple. Donc je vous fais la petite démo avant parce que sinon vous n'allez pas comprendre les avantages et les inconvénients. Alors, allons-y. Ah, je peux peut-être utiliser Internet Explorer. Non, ça va. Du coup, vous ne voyez pas la démo pour l'instant. Il faut que je change mon écran. Ok. Alors, si je me mets plutôt en dupliquer. Voilà. Si je veux accéder à mon serveur, 2 possibilités. Soit je vais à l'adresse locale sur le port 80, auquel cas, si je vais sur le port 80, je vais avoir accès à la partie viewer. Vous avez aussi, je ne vous en ai pas parlé dans l'architecture, mais vous avez aussi un rendu en mode web, en mode HTML5. C'est-à-dire que si je vais sur la page là, on me demande une authentification, et ensuite j'ai accès au site en mode HTML5. Là, on voit que j'ai un rapport qui est disponible, et j'ai une KPI qui est disponible. Je reviens dans le détail quand on passera sur la partie application de ça. Donc là, vous pourriez très bien vous dire, donner accès déjà en mode web, HTML5, et ce qui est bien, c'est que c'est déjà préparé pour être responsive. Donc si je reviens sur dashboard par exemple et que j'ouvre mon dashboard de vente, avant de faire ça, avant de montrer cette démo, tiens, je vais vous montrer un peu le site web. Oui, parce que quand même j'ai fait un site web, je voudrais pas... Hop. Site web. Comment j'ai appelé ça? Alors forcément il y a des IP, hein. Chez moi je ne me suis pas amusé à faire les configs. Mon site web, j'ai un site de e-commerce, tout ce qui est de plus classique. Je peux acheter et je suis sympa, en plus on peut acheter des téléphones Windows. Donc je peux acheter des caméras, des machins, vous voyez j'ai un site web qui fonctionne. Ça c'est mon cas d'usage, c'est un peu ma base, c'est votre travail, c'est votre métier, c'est votre applicatif. Sur ce site web, je vous ai parlé tout à l'heure de robots qui étaient en train de travailler pour moi. Et là je suis sur le serveur load testing, et vous voyez que j'ai en effet des robots qui sont en train de passer des commandes. C'est important parce que si je veux tester derrière le column store index qui travaille sur la prod, si je ne mets pas de gens sur la prod, vous aurez en effet peu de problèmes pour afficher des données. Donc là, j'ai plein de petits robots comme ça, j'en ai une vingtaine, qui sont en train de travailler et de passer des commandes. C'est bien, ça fait augmenter mon chiffre d'affaires, c'est pratique. Du coup, sur ma base de données de Nob Commerce, vous vous souvenez, j'ai fait un data warehouse avec SSIS, méthode classique. Cette méthode classique, hop, si je sors de cette machine-là, que je repasse sur l'autre, tchouk, j'en ai partout. Voilà. Cette méthode classique m'a permis de générer ces rapports avec le publisher et le viewer que vous voyez ici. Ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mon chiffre d'affaires, jour par jour, par rapport à mon objectif c'est le trait rouge. Vous voyez, vous avez quand même une présentation visuelle qui est pas... Faut savoir que DataZen, il n'est pas là pour vous faire du reporting services, il n'est pas là pour vous générer un extract avec 300 000 lignes. Là, vous avez déjà, il n'y a pas le bouton exporter to Excel. Donc, c'est pas fait pour ça. Vous avez quelque chose de très synthétique. Vous voyez que depuis que j'ai commencé ma démo, j'ai quand même généré 90 millions de chiffre d'affaires. Donc, l'objectif à la fin de ça, c'est que je vous fasse passer un panier et qu'on récolte ces fonds. Et du coup, j'ai fait des indicateurs très très simples. Ça, je les ai fait avec quoi? Je les ai fait avec le publisher. Hop, si je tape publisher, DataZen, tac, c'est une application. Windows 10 dans notre cas. Éditer. Donc là, j'ai accès en édition à une interface qui ressemble à ça. Cette interface, c'est quoi? C'est mon rapport. Très simple. Sur lequel j'ai un quadrillage. Vous voyez, là, je dis 6 grilles en ligne et 6 grilles en colonne. Donc, il m'a fait un quadrillage et je peux poser des éléments. J'aurais pu faire
une seule case et mettre un gros KPI vert ou rouge au milieu. Tout à fait faisable. Donc, quand vous voyez la liste des éléments qu'on peut poser sur la page ici, à gauche, vous vous rendez bien compte que ça va être très visuel et pas du tout là pour faire de la BI en mode reporting extraction de masse. Donc du coup, cette partie-là, ok, on peut passer en mode tablette. En mode tablette, l'espace change de vue en mode édition et je peux mettre, vous voyez que j'ai pas mis tous mes composants. Là, il y en a 2 qui étaient sur la première page que je n'ai décidé de ne pas poser. Pourquoi? Parce que j'ai pas la place et que du coup, sur un espace réduit, je pars du principe que j'affiche des données réduites. Ça se tient. Et d'ailleurs, là, vous voyez que vous avez ce rapport ici qui est quand même un peu grand. Sur la partie mobile, j'ai choisi de carrément pas l'afficher. J'affiche vraiment quelques jours de données et je mets plus la liste. Ah si, je l'ai laissé un peu le détail produit. D'accord. Ben, j'ai enlevé par contre toutes les autres boîtes de ce type-là. Et vous choisissez vraiment quel type d'affichage vous voulez rendre en fonction de votre besoin. Bref, j'ai beaucoup parlé de DataZen. Je suis déjà en retard. Donc vous avez aussi la possibilité de faire des KPI. KPI qui ressemble à ça. KPI, l'objectif, c'est pas compliqué, c'est juste d'afficher une boîte avec des données très succinctes. Et l'avantage que vous avez là, c'est que les personnes à qui vous donnez les droits, ils peuvent mettre des petits commentaires et ça garde l'historique de la KPI ici, du montant et de la couleur. Donc vous pouvez dire, ah aujourd'hui c'est vert, c'est bien, vous avez bien bossé. Et la fois d'après, ah par contre là c'était rouge, il faudra m'expliquer ce qui s'est passé. Vous avez cette possibilité d'interagir avec cet enregistrement de la KPI. C'est assez intéressant. Moi j'aime bien le principe. Donc vous pouvez accéder comme ça. Alors je peux vous montrer éventuellement, pour que vous ne me traitiez pas de pipoteur, un affichage sur, si je retrouve l'icône, où il est, je cherche mon émulateur d'Android. Si quelqu'un, voilà, BlueStack quelque chose là. Voilà, c'est pour faire du Android, pour que vous voyez le rendu finalement du rapport DataZen sous Android. Oui, j'ai pas Apple Store, ouais. C'est machin Store. M'embête pas. Oui. Tchouk, toutes les applications. Vous voyez qu'il n'y a que des jeux, mais c'est un truc pour jouer normalement, c'est pour ça. Donc je vais lancer DataZen. Et là, j'ai l'affichage mobile. Il est un peu différent, du coup, on voit qu'il y a les différents onglets. Est-ce que vous voyez bien? Non, pas très. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en full screen, ça ira mieux. Si je ne m'abuse, c'est ici. Est-ce que vous voyez mieux? Donc là, je peux aller sur Dashboard et je retrouve mon ou mes dashboards. Si je les ouvre, quel affichage il va m'afficher là? L'affichage tablette. Clairement, je suis en affichage un peu tablette. Si j'avais été sur un téléphone, vous auriez eu un affichage téléphone. Je vous montre rapidement, et puis j'arrête de parler de DataZen, promis. Je vois certains d'entre vous qui disent, putain, j'en ai rien à foutre de DataZen. Du coup, je vais vous montrer l'interface admin. Interface admin, alors comme tout à l'heure, sauf que je vais rajouter CP à la fin. Et là, vous avez les quelques menus d'édition, d'administration que vous avez à disposition. Là-dedans, vous avez les users, par exemple. Donc là, vous voyez que j'ai 2 users. J'aurais pu me fédérer un Active Directory. Une des choses que j'aime beaucoup dans DataZen, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas uniquement en authentification Windows. Derrière, moi, j'ai des cubes. Mais ces cubes, pour y aller, je me connecte en authentification classique. Et ça peut être pratique pour mettre à disposition très rapidement vers l'extérieur des reportings mobiles. Vous n'obligez pas les gens à se fédérer à votre AD et à se connecter avec leur authentification Windows. Ça peut être sympa. Mais vous pouvez aussi le faire avec l'authentification Windows si vous en avez envie. Donc bref, il y a quelques configurations. Il y a une session plus détaillée sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, je pourrais vous créer un petit compte et vous pourrez accéder avec votre téléphone à mon magnifique rapport de Commerce. Je pourrais même vous mettre des objectifs si vous voulez après. Voilà pour la partie DataZen. Donc là, si je viens sur ma petite conclusion de DataZen, qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est facile à mettre en place. Je vous l'ai dit, un exécutable, on l'installe, ça se passe bien. Nombreuses sources de données. Je me suis connecté à un Cube Analysis Services tabulaire, pas de problème. Ça se connecte aussi à SQL Server, ça se connecte à un très grand nombre de connecteurs. Vous avez la liste quand vous créez des connexions, c'est assez intéressant de ce côté-là. Vous pouvez gérer votre affichage de façon différente entre PC, tablette et téléphone. Ça, c'est quand même le principal avantage. Et c'est du HTML5, donc si vous allez sur l'application web, c'est déjà responsive et ça s'affiche un peu partout. Inconvénient, vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire. Vous avez une vingtaine de composants et
ça ne répond pas forcément à tous les usages. Et si vous voulez faire un rapport plus long, vous ne pouvez pas. C'est la taille que je vous ai montrée là dans le publisher, c'est la taille fixe. La taille mobile, c'est la même taille, enfin c'est une autre taille mais qui est fixe, et la taille tablette, c'est standard, c'est pas modifiable. Donc ça manque un peu de flexibilité. C'est fait pour faire des choses assez simples. Ok? Donc on a fait une session sur Polybase, sur DataZen. Deuxième architecture, je garde mon DataZen parce que ça marche quand même pas mal. Mais par contre, j'ai mon utilisateur qui me dit bah écoute, c'est bien, les rapports de vente, ça marche bien. En plus, j'ai mon Excel là, c'est super cool. Par contre, j'aimerais bien voir par rapport au nombre de visiteurs sur le site et à leur activité, mes ventes. Mais t'inquiète pas, on a toutes les informations dans les logs de 2IS. Oh. Là, soit vous partez du principe que vous allez les charger en base de données en faisant des flux. Il faut savoir que sur ma petite machine avec mes 20 robots, un fichier là, ça fait décompressé, ça fait à peu près 300 MO. J'ai 20 utilisateurs, 300 MO par jour. Vous allez vous retrouver, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, avec des fichiers 2IS qui peuvent faire des téraoctets. Si vous stockez des téraoctets par jour dans SQL Server, c'est faisable, ça se fait d'ailleurs, mais ça risque d'être un peu compliqué à gérer, ça coûte cher en disque parce qu'SQL Server ne fonctionne pas sur des disques pas chers. Donc la solution que vous avez aujourd'hui, c'est Polybase en 2016. Polybase, c'est le service qui va vous permettre d'aller accéder à vos données déstructurées dans un cluster Hadoop ou dans Windows Azure. Windows Azure Storage, Blob Storage. Donc sur Azure, pour ceux qui connaissent, on peut stocker des fichiers bruts et ces fichiers bruts sont accessibles depuis Polybase directement ou sur votre cluster Hadoop, au choix. Est-ce que ça vous parle un cluster Hadoop quand je dis ça? Oui, ça rentrait un peu dans le vocabulaire. Voilà, l'idée d'Hadoop, c'est d'avoir ça tourne sur du Linux principalement, même si ça tourne aussi sur Windows. Ça permet d'avoir du stockage pas cher et de pouvoir avoir plein de machines. Le jour où vous n'avez pas assez de ressources, vous allez rajouter des machines plutôt que d'acheter des plus grosses machines. C'est pas mal à la mode parce que ça permet de stocker énormément de données de façon déstructurée, donc avec des temps de chargement qui sont très bons. Et ça permet d'accéder avec des services comme Polybase dans notre cas. Alors, avantage de Polybase, là je vais faire la conclusion avant quand même. Vous pouvez rajouter des données depuis votre cluster Hadoop très simplement. Ça c'est bien, pas besoin d'une refonte, je vous l'avais dit en intro. Vous pouvez vous connecter à Hadoop et à Windows Azure Blob Storage, mais vous pouvez aussi, et vous pourrez plus tard aussi vous connecter à d'autres choses, type Spark, type d'autres modes de données qui ne sont pas encore supportés mais qui vont le devenir. Vous interrogez vos données qui sont dans un autre service Linux, qui n'est pas fabriqué par Microsoft, votre cluster ailleurs, qui est géré par une autre équipe de façon transparente. Pour vous, je vous assure que c'est assez magique. Surtout si vous ne savez pas faire du Java, vous seriez malheureux avec Hadoop. Actuellement, un des gros inconvénients, c'est que pour le mettre en place, c'est assez laborieux. Les commandes sont compliquées, la documentation n'est pas encore aussi fournie que le reste, mais ça va être amené à évoluer. Sur la partie connexion à Windows Azure Blob Storage, par exemple, les credentials, la façon dont on gère l'authentification est amenée à être évoluée, ce sera plus simple. Un des trucs moi, qui m'énerve énormément, c'est quand on crée une nouvelle source de données, on ne peut pas la tester aujourd'hui. Vous êtes en train d'attaquer un truc un peu exotique qui s'appelle Hadoop et vous ne pouvez pas tester au moment où vous créez votre source de données que ça fonctionne. Moi, ça me stresse un peu. Mais ça va venir. Génération des prédicats perfectibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez attaquer vos données, là, je vais attaquer mes fichiers 2IS. Vous vous souvenez, ici. Si la seule chose qui se passait au niveau de Polybase, c'est récupérer le contenu du fichier, le mettre sur votre serveur SQL et vous afficher le résultat, ce serait compliqué. J'ai un téraoctet de données ici. Et là, j'ai SQL Server qui dit hey, je vais interroger mon log 2IS. Il me monte 1 Tera ici. Et ensuite, il fait une requête dessus. Ce ne serait pas l'approche qui vous satisferait. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas celle qui me satisferait. L'optique de Microsoft avec Polybase, ça a été de dire c'est lui qui va pousser des prédicats, il va pousser des opérations à MapReduce, enfin il va pousser des mappeurs et des reducers, donc des opérations auprès de votre cluster Hadoop, pour dire ce fichier tu vas me prendre que cette ligne, et c'est lui qui va travailler. Lui il va travailler, il va ramener le jeu de données qui vous attend, Hadoop, et il va vous retourner uniquement ce que vous avez demandé. C'est là où c'est fort. Ça vous permet de faire travailler votre cluster, vous savez, vous pouvez rajouter des machines. Donc si ça rame en plus, vous n'achetez pas une plus grosse machine là,
Vous rajoutez des choses. C'est bien pour la planète. C'est sympa pour ajouter des serveurs, c'est cool. Donc, le problème, c'est que les prédicats aujourd'hui, c'est une science compliquée et c'est pas encore parfait. Par exemple, si vous faites un top 1, aujourd'hui, avec Polybase, il va ramener l'intégralité du fichier. Donc vous n'allez pas comprendre, vous allez faire un count étoile, ça va prendre 5 secondes. Vous allez faire un top 1, ça va prendre 3 jours. Et, oula. Donc le count étoile, il va réussir à le faire du côté serveur Hadoop. Le top 1, il ne va pas réussir, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer l'intégralité des données. Et ensuite, il va faire un top 1 sur votre jeu de données qu'il a stocké dans le côté SQL Server. Mais c'est des choses qui vont être corrigées. C'est vraiment pour vous dire, si vous testez chez vous, que vous n'arrêtiez pas à « Ah, ça rame », ce serait dommage. Et du coup, un autre inconvénient, ça touche surtout les DBA, il faut installer Java sur SQL Server. Parce que Polybase, c'est du Java. Entre autres, enfin en tout cas, ça se connecte en Java. Et du coup, pour certains DBA, ça c'est... ça là, vous allez en prison direct, c'est l'enfer de SQL Server. Donc à quoi ça ressemble cette bête-là? Je vais essayer de me mettre sur les bonnes machines. C'est pas ça. Tchouk. Serveur DataZen. Je vais me mettre sur le serveur Polybase. Polybase. Voilà. Alors en gros, vous vous souvenez, j'ai un cluster Hadoop de 2 machines. J'ai 2 machines qui sont sur Hadoop. Si on veut, on peut les voir. Hein. J'ai un service qui sert à ça. Je vais vous le montrer parce que j'ai passé quand même une vingtaine d'heures à installer ce truc-là, même si je ne vous le montre pas, donc je préfère vous le montrer quand même. Ah, on voit pas. Merci. Dites-moi hein, si je vous montre juste le... Alors ça, c'est la page d'accueil de Windows 10. C'est sympa, hein. Hop, dupliquer, ça ira mieux. Alors, je reviens sur... Tchouk tchouk tchouk. Là. C'est pas ici. Le problème, c'est que j'ai des VM dans des VM dans des VM. C'est un peu Inception, là, mon remote distop. Hop, donc il faut que je baisse Polybase qui est là. Leonardo sort d'ici. Voilà. Donc si je veux aller sur mon cluster Hadoop, tac, pas sur mon commerce. Voilà. Et puis, avec un peu de chance, il va fonctionner, ce qui n'a pas toujours été le cas. Bon, il y a des warnings partout, vous inquiétez pas, c'est pour gagner de la RAM. J'ai un peu enlevé la moitié des services de monitoring. Et comme ça, j'avais la chance de ne plus voir quand ça marchait plus. Comme ça, je ne suis pas inquiété, je me dis c'est bon, ça tourne. Donc moi, ce qui m'intéresse de Hadoop, parce qu'Hadoop, c'est pas que HDFS, donc le stockage. Moi, je l'utilise que pour le stockage, mais c'est pas que ça, c'est cette partie-là. HDFS. Et si je vais sur Host, vous voyez que j'ai 2 nœuds. J'en ai un qui est éteint. Il est éteint parce que j'avais plus assez de RAM, donc j'ai préféré me mettre que 2 nœuds. Dans la vraie vie, si vous avez un cluster Hadoop avec 2 nœuds et 17 gigaoctets de données dessus, arrêtez tout de suite. Hein. Repartir sur SQL Server, c'est peut-être pas utile. En dessous du Tera, Tera vraiment minimum, en dessous de quelques dizaines de Tera, Hadoop, ça va pas vraiment avoir sens parce que ça va être une infrastructure un peu difficile à maintenir. Il faut des profils très particuliers pour les monter. Donc, sur ces volumétries-là, on serait resté dans SQL Server et on ne se serait pas cassé la tête. Donc là, j'ai un cluster qui tourne. Donc, c'est des services qui tournent sur Linux, c'est 2 machines Linux, avec les services qui vont bien pour répartir les données sur les différents nœuds et aller chercher les données avec un moteur de calcul du côté de mon cluster Hadoop. OK ? Donc, je voulais juste montrer ça parce que j'ai passé du temps à le monter. Hein. Ça n'a aucun intérêt dans notre session. Hop, si je reviens du coup sur Polybase, donc qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit, moi j'ai la personne de la prod qui m'a dit, tu as un nouveau serveur qui est créé, qui va stocker tes logs. C'est un serveur Hadoop. Je dis, chouette, je suis en 2016, je peux aller chercher les données. Ou alors je dis, mince, je suis en 2014, faut que je migre en 2016. Si vous voulez acheter des licences, il y a Franck au fond. Il est en train de préparer sa session, il est concentré. Hein. Donc, moi ce que je vais dire, du coup, vu que je suis en 2016,
je vais créer une source de données externe. Vous voyez, ça c'est SQL Server. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous me dites si vous voyez mal, je vais essayer de faire mieux avec Zoomit par la suite. Donc si je reviens, le problème c'est que je ne peux pas lancer Zoomit si je suis en mode comme ça. Alors je vais faire un truc. Voilà. Excusez-moi, j'apprends à me servir de Windows. Non. Étendre, tac. Comme ça. Et je vais faire ça ici. Hop. Du coup, moi je vois moins bien, mais vous voyez mieux. Et ici, je vais aller sur ma machine Polybase. Très bien. Voilà. Et du coup, si je reviens ici, que j'enlève la petite barre sur le côté, je vais pouvoir faire un truc comme ça. Eh non, je peux pas le faire sur l'écran à côté. Ah, c'est terrible. Ouais, ça va pas être terrible ça. Je le montre comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc là, vous avez votre liste de bases de données. Toutes ces bases de données, Data Warehouse, configuration, diagnostic, queue, ça, c'est des bases de données qui sont propres à Polybase. Il a besoin de choses pour pouvoir fonctionner. Stocker sa configuration, ramener des données localement. Donc ça, c'est créé quand vous installez le service. Il y a deux choses qui sont créées. Il y a ça et il y a le Java que vous avez installé aussi. Ou pas, parce que votre DBA vous a dit le jour où tu mettras Java sur ma machine, tu auras des problèmes. Il y a mon Data Warehouse SQL en étoile. Et à l'intérieur de ce Data Warehouse SQL, dans cette base, j'ai les petits dossiers que vous connaissez déjà. Mais il y en a certains que vous ne connaissez peut-être pas. External Resources. Ça, vous ne l'avez pas à disposition, normalement. À moins que vous ayez installé SQL 2016. Donc External Resources, dedans, je vais trouver des data sources et des files formats. Data source, ça ressemble à ça. Oh, c'est bien formaté. Voilà. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Crée-moi une source externe. C'est en effet ce que je suis en train de faire. Je veux aller chercher des données dans mon cluster Hadoop extérieur. Je vais l'appeler HDP Master. Ça sera de type Hadoop et il est stocké à cette adresse-là. Moi, en tant que consultant SQL Server, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir un service démarré sur HDFS : le nom de la machine. Toute la partie création du cluster Hadoop, ça ne m'intéressera pas. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que je vais pouvoir juste paramétrer SQL Server pour aller chercher ces données-là. Et ensuite, je lui dis le Resource Manager où est-ce qu'il est. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là qui va permettre à SQL Server de dire à Hadoop quelles sont les données qu'il veut ramener. OK? Alors, on reste réveillé. Là, je vous sens tous... c'est pas 14 heures. Hein. On n'a pas mangé encore. Donc là, j'ai créé ma connexion à mon serveur Hadoop. Comme je vous l'ai dit, premier inconvénient, c'est quand vous lancez cette commande-là, il n'y a pas de validation de fait. Là, si je mets location Toto, il est parti. Je dis super, ça marche. Et quand je vais créer ma table, il va me dire non, mais ça marche pas. Et là, c'est assez désagréable. Donc, vous avez créé votre source de données, tout va bien. Il faut aussi que vous créiez un log format, un format. Un format, c'est quoi? C'est OK, tu me dis que ton cluster Hadoop, c'est ça, mais comment est-ce que j'arrive à lire les fichiers qui sont dessus? Quelle est la structure des fichiers qui sont dessus? Hadoop est déstructuré. Nous, on va mettre une couche de structure. Mes fichiers de log 2IS, c'est un espace, c'est un fichier séparé par des espaces. C'est un CSV, mais pas avec une virgule, avec un espace. OK? Donc, je mets un espace ici et je lui dis que ce sera compressé en gzip. Au lieu de mettre mes fichiers directement décompressés sur mon cluster, je les ai gzippés. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire 200 mégas, ils en font plus que 30. Du coup, j'économise de la place. Polybase et Hadoop vont être capables de lire ces données directement gzippées en les décompressant à la volée. Ça, c'est pas mal aussi. Vous économisez en stockage, vous économisez en transfert réseau. Vous n'avez pas l'air ébahi, c'est génial quand même. Oh, c'est bon, vous avez... Vous vous rendez compte à quel point c'est cool ou pas? Donc là, vous avez créé votre format. Format, vous allez pouvoir dire maintenant je crée une table, utilise ce format. OK? Ma table, je vais la retrouver dans quoi? Dans table. Facile. Ici. Et dans table, je vais avoir un petit dossier external table. Ça, c'est pareil, vous ne l'aviez pas avant. Et dans les tables externes, vous allez avoir votre nouvelle table si vous l'avez créée. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le script de création, vu que c'est un peu exotique. Jusqu'ici, normalement, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, la session doit vous paraître un peu bizarre.
Il y avait écrit quoi comme niveau sur la session déjà? Intermédiaire, bon ça va, normalement vous connaissez ça, c'est parfait. Sauf qu'à la fin, au lieu d'avoir with primary par exemple, ce que vous avez jusqu'ici, vous avez un with location. Location, ça va être en fait dans source externe, ce que vous avez créé, c'est le serveur est là. Mais vous n'avez pas dit, les données sont dans ce dossier du serveur. Ben, c'est là que vous allez le mettre. Vous allez lui dire, tu prends sur le serveur HDP master, tu vas le chercher dans ce dossier-là, et tu vas utiliser le file format loggzip que j'ai créé avant, qui me permet de savoir que c'est un fichier séparé par des virgules, par des espaces. Ok? Les paramètres qui sont là, ils sont importants aussi, parce que c'est ce qui va vous permettre de dire combien d'erreurs je peux avoir. La nature d'un fichier dans Hadoop, c'est d'avoir des données qui sont potentiellement perfectibles en termes de qualité de données. Là, vous allez lui dire, moi je ne me suis pas compliqué la vie, hein, j'ai mis qu'il pouvait accepter 100% d'erreurs. Bon, à vrai vie, je ne sais pas si vous n'avez pas chargé une seule ligne du fichier, si c'est intéressant. Mais du coup, vous pouvez lui dire, les 5 premières lignes, vous n'allez pas les... C'est des erreurs, mais c'est pas grave. Et ça m'intéresse pourquoi? Parce que mon fichier de log là, bah, les 5 premières lignes, c'est de l'entête de description du fichier. Bah, lui, il va essayer de le charger avec son format, et les 5 premières lignes, elles ne vont pas passer, elles n'ont pas le bon format. Mais la 6e, elle est bonne. Et j'ai pas envie de mettre un traitement intermédiaire pour dire, ah là par contre, il faut prendre que la 6e ligne. Lui, il va les rejeter, et ce sera transparent pour moi. Ok? Donc là, j'ai créé ma table, et maintenant, je peux faire un select. Ou un count étoile, parce que comme je vous ai dit, si je fais un top, si je fais un select tout court, là j'ai 16 Go dans mon cluster, 16 Go gzip. Voilà, ça va être compliqué. Voilà, faut que ça marche. Hein. Voilà, ça prend un petit peu de temps, normalement c'est quand même assez rapide. Si tout va bien, bah voilà, vous voyez là le résultat. Donc je vais vous montrer ça avec un petit zoom it. Hop. Et merde. La télé. C'est une mauvaise idée d'enregistrer les sessions en fait, rétrospectivement. Tac. Voilà. Voilà. Et ça c'est pas le truc que j'attendais. Je suis pas encore expert en zoom it. Que là j'ai le nombre de lignes, donc j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'ai 2 millions de lignes. Et il m'a ramené le résultat quand même assez rapidement. Souvenez-vous que ce que j'ai interrogé là, c'est un cluster de 2 nœuds qui a réparti la charge de travail entre les 2 nœuds et qui a été tapé dans des fichiers gzip. Si je vous demande de faire ça naturellement avec SQL Server, je serais curieux de savoir ce que vous allez faire, mais sans Polybase, ça a l'air compliqué. C'est complètement transparent. Je peux utiliser un des gros avantages que j'ai vu et j'ai testé pour voir si ça marchait parce que j'y croyais pas, mais ça marche. Je peux utiliser du rank-over, partition, select, étoile, sous-requête, sous-requête, sous-requête. Les grosses requêtes dégueulasses que je faisais dans SQL Server, je peux les faire contre Polybase. Ça va ramer. Il ne va pas vraiment comprendre ce qu'il va chercher. Il y a des chances qu'il ramène tout le fichier parce qu'il ne va pas réussir à générer ce qu'il faut. Mais vous pouvez l'écrire et ça va finir par sortir des lignes. Vos traitements qui tournaient actuellement peut-être sur une chaîne qui allait taper dans les logs de JS chargés, ils pourront fonctionner à peu près de façon similaire. Ok? C'est intéressant. Parce que je dis, la technologie là. Je peux faire avantage, oui. Est-ce que c'est basé sur des statistiques peut-être de Hadoop? Il y a des statistiques. On peut les récupérer dans SQL Server? Alors on ne peut pas récupérer les statistiques de Hadoop, mais par contre on peut créer des statistiques côté Polybase. Il y a un créé de statistiques, on met une colonne et lui il va générer ses statistiques de Polybase. Il y a tout à fait ce mécanisme-là. Il y a ça, et là du coup je peux faire des jointures. J'ai mon data warehouse actuel, je fais mes jointures de façon transparente. Vous voyez là, il n'y a même pas le nom du serveur, je suis sur ma base de données de data warehouse. Vous avez rajouté la ressource, vous pouvez l'ajouter dans votre cube, vous pouvez l'ajouter dans votre reporting. Vous avez fini là, là vous avez fait l'intégration de vos données. Ça va, c'est pas mal. Moi je vous l'ai bien survendu, si vous l'achetez pas je comprends pas. Hein. Dites que c'est long. Le top 1 c'est long. Le top 1 c'est long, mais c'est en cours de résolution. Top 10? Non, tous les tops en fait c'est long. Mais là où c'est le plus probant, là où on comprend pas. Là où on comprend pas, c'est quand on fait top 1 ou top 1000, ça prend le même temps. Et puis vu que, enfin, le problème initial c'est quoi? C'est que on arrive, on crée la source externe, on crée la table, et ce qu'on veut faire, la première chose qu'on veut faire, c'est de vérifier si le file format qu'on a créé, il est bon. Et pour vérifier s'il est bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un top 1. Bah, sauf que là, il ramène l'intégralité de ce qu'il y a sur voilà. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais sur la partie... Alors, je suis où là? DataZen, c'est parfait. Sur mon cluster Hadoop,
J'ai aussi un truc qui s'appelle HUE, qui me permet de naviguer dans mes données HDFS. Hop, donc si je vais ici, c'est Quick Link, hop. Voilà, ça marche pas. J'ai peut-être éteint le service. Ouais, j'ai dû éteindre le service. Je peux vous le montrer ailleurs, normalement. J'ai fait du ménage pour la RAM. Hop, HDFS. Normalement, j'ai un truc quelque part, ici. Ah, c'est que il faut juste que je mette ça, en fait. Ok. Voilà. Donc, du coup, ça doit marcher aussi ici. Forcément, les noms de machines sur un réseau où j'ai tout mis en IP, ça marche moins bien. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi moche que moi. Hein. C'est quoi le mot de passe de ça? Admin. Ça a l'air sécurisé, c'est parfait. Donc du coup, si je vais ici, 2ISLog, vous voyez, ça c'est mes fichiers de log. Mes fichiers de log, ma requête, elle pointe pas vers un fichier de log. J'ai mis slash, donc il va prendre tous les fichiers qui sont là. Vous n'avez pas non plus besoin de gérer le rassemblement des fichiers en un seul fichier. Vous ne chargez pas dans une table, vous prenez vos fichiers, pof, vous les mettez là et c'est réglé. Ça aussi c'est cool. Je me contente de peu pour être content. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur Hadoop, vu que c'est un sujet un peu complexe? Ça va? Si vous avez des questions, vous viendrez me les poser, il n'y a pas de problème. Il y a une session, sinon après aussi dans la journée sur le sujet, qui va plus en détail. Troisième chose, vous avez le chef là, de votre société qui arrive et qui dit ouais, tes rapports c'est bien, hein, mais une fois par jour, les chiffres, c'est triste. Moi j'aimerais bien voir le CA, mais genre toutes les secondes. Parce que quand je me brosse les dents le matin, ah tiens, on a pris 3 €. Ouais. Donc ça arrive, hein, c'est pas grave. Ça devient courant. En plus, vu qu'il y a pas mal de marketing et que tout le monde vend que tout est en temps réel, du coup c'est compliqué. Solution aujourd'hui, vous faites des flux qui tournent très régulièrement, vous n'avez pas de solution simple à mettre en place. Vous utilisez de l'Elasticsearch avec Kibana au-dessus, mais non, c'est pas une bonne idée ça. J'espère qu'il n'y a pas de gens du libre qui vont regarder ma vidéo. Là. Donc du coup, une solution que propose Microsoft avec la nouvelle version d'SQL Server, c'est de mettre des column store index éditables sur vos bases de données opérationnelles. Des column store index éditables. Vous connaissez les column store index? Vous en avez entendu parler un petit peu depuis 2012 où c'est sorti? C'est voilà, nouveau type d'index qui va stocker vos données en colonne, qui vont monter mieux en mémoire, qui marche très très bien. C'est très bien pour les requêtes OLT, pour les requêtes OLAP. Donc quand vous faites des sommes avec des gros groupes by, vous savez les requêtes qu'on aime bien dans la BI, select, somme quelque chose et puis inner join, inner join, inner join, inner join, inner join, inner join. Hop, là lui il aime bien. Ça va vite, il est content. Le problème qu'il y avait jusque-là, en 2012, mais ils n'étaient pas éditables, donc on devait les supprimer et les remettre. Alors sur une base opérationnelle, ça va être compliqué. À chaque fois que vous avez une commande qui arrive, attends, j'enlève le column store index, je le recrée. Ça m'a l'air compliqué. À partir de 2014, vous aviez les primary, les clustered column store index qui étaient éditables. C'était une solution, mais vous étiez obligé d'enlever votre clé primaire et vous aviez pas mal de limitations. Vous aviez des modifications à faire à votre structure. 2016, vous avez des non-clustered column store index éditables. Il faut qu'ils arrêtent de faire des choses en plus parce que j'aurai plus la place de le dire après. Non-clustered column store index éditable. Qu'est-ce que c'est? C'est un type d'index que vous allez pouvoir mettre en non-cluster, donc créer sans avoir de modifications à faire sur votre base, sur votre table source, et qui va permettre d'accélérer les requêtes OLAP. Moralité, si je vous montre donc ma nouvelle configuration, l'idée c'est quoi? C'est j'ai mon site web de e-commerce, et je vais aller, ça va pas dans le fichier, hein, ça va là, dans la base de données forcément, parce que ça ne lit pas les fichiers encore. Donc je vais avoir mon cube tabulaire par exemple qui va taper directement sur ma base de prod en temps réel avec direct query sur tabulaire ou un rollup avec analysis services multidimensionnel. Ou alors je vais avoir mon reporting Excel qui tape directement sur mon serveur SQL. Si vous voulez. En termes de sécurité, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de manière générale, mais vous pouvez faire ça. Grâce à ça, vous voyez, j'ai posé 2 traces sur mon serveur. Ça vous parle des traces comme ça? Avant le column store index, l'intéressant c'est pas trop ça parce qu'on ne voit pas, c'est le vert.
le vert, c'est le nombre de requêtes de demande de lock par seconde. Vous voyez qu'avant, j'étais autour de 60 de lock request, avant de mettre mon column store index éditable. Après avoir créé ça, sur la même base utilisée, bah, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'écart. Là, c'était 16h43, le temps que je fasse la manip, c'était 17h29. J'ai toujours mes petits robots qui tournent. Sans même mettre ma base en ligne, d'ailleurs, j'ai juste fait clic droit, créer mon index. Bon, j'ai peut-être un utilisateur ou deux qui s'est fait jeter, mais c'est pas grave, c'est des robots, ils ne sont pas pleins. Et en vrai, il faudra peut-être pas le faire sur la prod comme ça. Hein. Et j'ai baissé mon nombre de locks. Vous voyez que là, le niveau, il est plutôt ici, aux alentours de 20 ou 30, entre 20 et 30. Moralité, avec une mini modification, j'ai quand même évité de surcharger ma base de données opérationnelle et ça me permet de rendre la chose faisable. Parce que le problème avant, c'est que si vous faisiez directement des bases sur votre prod, eh ben les gens étaient en train d'attendre que votre requête OLAP termine de rendre son résultat avant de pouvoir passer votre commande. Et là, son petit truc qui tourne là. Ah, c'est bon, le chef, il a eu son KPI, c'est bon, on peut y aller. Donc, comment ça se présente un column store index? Touc. 140, 140. C'est le bon? C'est le bon. Ah, merci. Il y en a un qui suit, tous les autres ils se sont endormis. Je vais me remettre comme ça, de toute façon j'arrive pas à utiliser Zoom Meet. Je cherche pas. Hop. Des axes d'amélioration, ça à l'écran. Hop. Allez, il veut pas. Voilà, dupliquer. Hop. Voilà. Donc du coup, je me mets sur ma base hop, ici. C'est pas celle-là, ça c'est pas la production. Hop, j'ai mis connecté. C'était quoi sa petite IP à elle? C'était 168.0.54 je crois. Parfait. Avec le même mot de passe partout, hein, forcément. C'est une démo. Hein. Faites pas ça à la maison. Donc là, je me retrouve avec mes tables de OLTP. Là, vous voyez tout de suite, on reconnaît les bases OLTP. Hein. Troisième forme normale, tout ça, on a beaucoup de colonnes, beaucoup de tables. Dans mon data warehouse, j'avais beaucoup moins de tables. J'en avais 5. Moi, c'est un tout petit data warehouse, je me suis dit. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la table order, la table des commandes, et la table order item, la table des lignes de commande. Donc, j'ai pas fait de modification. Vous voyez que j'ai encore mes clés primaires et mes clés étrangères. J'ai juste rajouté, pas sur celle-ci, sur l'autre, à première vue, un non-clustered column store index. Vous voyez, c'est écrit là, donc clustered column store. Et pourtant, j'ai des commandes qui continuent à passer, donc c'est bien éditable. J'ai aucun problème de ce niveau-là. Donc la syntaxe, elle n'est pas compliquée. D'ailleurs, on peut le faire graphiquement, hein, nouveau directement. Mais la syntaxe en SQL. C'est ça, create non clustered column store index sur ma table. C'est la seule manipulation que j'ai fait pour obtenir ma différence entre mes deux graphiques d'utilisation de performance. Ça va. Ça aussi, c'est pas mal. Je dis pas que ça va tout de suite marcher comme ça aussi facilement. Et j'ai encore 5 minutes. Donc voilà, j'ai créé. Bon, je vais quand même vous montrer un petit bout de code qui montre le temps réel qui a été fait par Fabrice, sinon il ne va pas être content vu qu'il a travaillé la nuit pour ça. Hein, Fabrice? C'est pas terrible, mais bon, ça rend service. C'est pas moi qui l'ai fait parce qu'il faut lancer Visual Studio, le truc des développeurs, là, pas SSDT. Ah oui, du code bizarre là, je sais pas ce que c'est. Je sais juste qu'il faut cliquer là. Vous voyez que là, si, je peux vous montrer éventuellement la requête. Là, j'ai une requête SQL qui fait un top 15 sur ma table des commandes et qui va réeffectuer cette requête régulièrement. C'est pour avoir du temps réel. Et ça me donne le résultat qui est ici. Hop. Donc si tout va bien, mes petits robots, ils ne se sont pas endormis. Et du coup, je dois avoir une commande de temps en temps. S'ils sont morts là, les robots. Ça fait un peu le cœur de la machine. Je vais regarder ce qu'il en est. Alors, est-ce que je l'ai allumé? J'en ai une ici.
Ah, celui-là, il va passer une commande, là, je le vois, là. Il va acheter un t-shirt. Ah, ça se trouve, il a plus de sous, à force. Il est ajouté à son panier. Ah, j'ai fait des scripts un peu longs, donc il y a environ 300 produits qu'il va rajouter comme ça, j'espère que vous n'êtes pas pressés. Pas de petits produits. Ce que je peux faire, c'est regarder dans la table order, ceci dit. Hop, je vais récupérer ça. Fallait bien qu'il y ait un truc qui marche pas dans la démo, jusque-là j'étais plutôt pas mal. Tac, qu'est-ce que ça dit ça? 10h25. Ah ouais, c'est pas 10h25 là. Ah, je suis pas sur le bon serveur là. Si, c'est 54, si c'est ça, 54 c'est la prod. Bon bah désolé hein, Fabrice, mais je sens que tu pourras pas voir. Non, c'est pas ta faute, mais il y a pas de. Les petits robots, ils ont pas envie là. Ah, il s'est arrêté là. Va jusqu'au bout de la commande. Ah bah je vais la générer, moi c'est pas grave. Thank you. Ah, et une commande automatiquement générée par un robot. Voilà, donc on voit au moins que ça capte l'information en temps réel. Vous voyez, quand ça fonctionne pas, il n'y a pas de ligne. Ça se tient. Voilà pour la partie Column Store Index éditable. Allez, j'avance un petit peu rapidement. 2016, ça tombe bien, en 2016, SSRS n'a pas eu beaucoup de nouveautés pour l'instant mises à disposition, donc ça va aller vite. SSRS, on a beaucoup d'attentes dessus. En tout cas, personnellement, ça fait quelques années que j'ai beaucoup d'attentes dessus. Il y a enfin des petites choses qui sont mises au goût du jour. On va pouvoir faire du HTML5. Le HTML5, en tout cas, est généré dans le rendu des rapports. Donc, il y aura une meilleure compatibilité sur les différents navigateurs. Il y a des nouveaux graphiques, des trimap, des burns, machin truc, des trucs, ouais, sunburns, que j'utilise jamais parce que c'est quand même vachement difficile à comprendre pour moi. Et il y a un nouveau report builder. Des choses qui ne sont pas disponibles. Les trucs sympas en fait. L'autocomplétion sur les filtres, pas encore disponible. Le responsive design, le fait que je réduise la taille de ma fenêtre et éventuellement mes graphiques se réorganisent autrement. Ça aujourd'hui, pas disponible. Le fait de pouvoir modifier moi-même mes CSS, pas encore disponible. Mais je suis optimiste parce que quand on regarde la page web HTML5 générée, ça a l'air pas mal. Donc si je regarde, hop, je vais me remettre ici, tac, ah, ça se tient. Ouais, mais là ça va pas aller, tac, tac. Quand même fini vachement en avance, personne. Reports. Là, on retrouve, si tout va bien, mon reporting services préféré. D'ailleurs, on retrouve tellement reporting services, mon services préféré, qu'il y a une feature dont je me serais passé, c'est le fait que ça mette 3 heures à charger la première actualisation de la page. Ça, c'est toujours présent en 2016 pour l'instant, en première vue. Donc voilà. Du coup, il faut essayer de meubler, il faut que je fasse un peu de claquettes, tout ça. Je fasse un petit... Ça va marcher, hein, c'est normalement. Non, mais après on peut dire le serveur il est hébergé chez moi. Du coup, si ça se trouve, j'ai ma copine qui regarde la télé, ça capte, ça prend le Wi-Fi. J'aurais pu me mettre directement sur la machine pour vérifier, ceci dit. Hop, hop. Je suis sur quelle machine? Est-ce que je suis bien sur DataZen? J'ai l'impression. Localhost / reports. Ah, j'ai une autre commande. Allez, j'ai une autre commande. Et c'est pas moi qui l'ai faite celle-là. Allez. J'ai pas de reporting services, mais j'ai une commande. Voilà. Vous voyez que c'est pas ma faute. Donc jusque là, ça n'a pas beaucoup changé. Ouais. Oh, c'est toujours aussi perfectible. Mais par contre, quand j'ouvre un rapport, on voit que j'ai une petite fenêtre qui s'affiche, qui dit attention, ce rapport va s'afficher en HTML5. Mais c'est toujours aussi moche.
Mais c'est en HTML5. Mais c'est toujours pas très... Mais du coup, là où je suis optimiste, c'est que du coup, quand je regarde le code source de la page, pour ceux qui aiment un peu le développement, on voit qu'en en-tête, j'ai quelque chose que je n'avais pas sur Reporting Services, j'ai des appels JavaScript et des appels CSS. Vous voyez, là, ça appelle jQuery, par exemple, jQuery UI. Moi, voir jQuery UI dans Reporting Services, ça me fait plaisir. Ça me donne plein d'espoir sur le fait que je puisse utiliser toutes les animations qu'on a dans jQuery, qu'on puisse vraiment aller personnaliser les choses de façon poussée. C'est pas garanti, mais j'espère. De la même façon, on a du CSS qui est appelé ici. Donc, idéalement, et c'est ce qui avait été annoncé, on devrait pouvoir à terme modifier notre CSS nous-mêmes. Donc, au lieu d'avoir l'affichage, donc on aime un petit peu parce que sinon on va être nostalgique quand on l'aura plus, on pourra faire d'autres choses. Donc, la nouveauté aujourd'hui, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est ce renderer là, c'est du HTML5, c'est pas l'ancienne version. D'ailleurs, il y a le bouton ici qui sert à revenir dans le mode compatibilité, qui est le mode non HTML5. On voit que le changement est quand même assez... Ouais, c'est un problème de cache, c'est bon. Le changement est très différent, enfin est énorme. C'est exactement la même chose. Mais ils ont été très forts personnellement. Refaire cet affichage-là en HTML5, les mecs, ils ont dû bien bosser. Donc ça, c'est une des nouveautés. Qu'est-ce qu'on avait donc bon, la trimap qui en plus n'a aucun sens, donc regardez pas ça. Si vous faites ça, c'est pas intéressant. Ce qui était éventuellement intéressant, c'est cette requête que j'ai fait aussi, got it, qui est un peu plus longue à se générer. Parce que là, je tape directement sur SQL Server, donc pas sur le cube. Donc le temps de réponse n'est pas le même, forcément. Vous voyez, là, c'est un rapport Reporting Services qui n'est pas plus joli que d'habitude, mais qui me montre mon nombre de pages vues par mon prix, mon chiffre d'affaires. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça se ressemble beaucoup. C'est comme si c'était des robots qui faisaient mes commandes. Ça se tient, à part sur la dernière où c'est moi qui l'ai faite. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, j'ai un mix entre... Là, vous comprenez d'où vient le trait bleu. Elle vient du cluster Hadoop. C'est ça qui est intéressant. Avec une requête, j'ai pu intégrer une requête classique que je peux vous montrer très simplement pour aller chercher mes données directement dans Hadoop. Donc si j'ouvre Visual Studio, je dois l'avoir d'ouvert quelque part. Donc ça c'est la version dev. Oh, je vais pas vous... si je vais vous la montrer dans Report Builder, ce sera plus marrant. Tac, tac. Parce qu'il y a un nouveau loop pour Report Builder. Je vous prends 3 minutes de temps. Ça. Je vois que vous trépignez un petit peu. Il y aura du café quand vous sortirez. Je vous laisse quand même une petite pause confortable. Sincèrement, qu'il n'y a pas aussi. Il n'y a pas de nouveautés. Sur Reporting Services? Moi aussi, il y a plein de nouveautés. Si j'arrive à lancer le Report Builder, on verra que maintenant le fond du Report Builder est noir. Parce que les concurrents sont... Allez, c'était une grosse nouveauté. Non, bon, il n'y a pas de grosse nouveauté, mais ça vient. Là, je suis déjà content de pouvoir montrer le HTML5. Jusqu'ici, il n'y avait rien, jusqu'à la 2.3. Les annonces qui ont été faites. Je vais revenir sur le slide, du coup, ce sera plus intéressant que d'essayer de lancer Report Builder. Oui. J'ai vu ça il y a 2 jours, il y a des nouveautés sur la SSRS. Au niveau du rendu, maintenant, il y a le même rendu que Power BI. Les dashboards Power BI, ils sont maintenant dans la SSRS. On a le même rendu. Il est sorti il y a 2 jours, un truc comme ça. C'est possible. C'est possible. Sur la version on-premise. Ouais. On a les mêmes box que Power BI dans SSRS. C'est-à-dire que tout ce qui est moche, là, c'est maintenant. Bon, en tout cas, j'ai pas vu qu'SSDT n'est pas sorti. Moi, sur Report Builder, j'ai rien de plus qu'ici. Ah, mais je l'ai installé il n'y a pas longtemps. Hein. Ah. Donc, CTP 2.3, vous avez le moteur de rendu qui vous a beaucoup plu. Les nouveaux graphiques, dont le Trimap. Un nouveau Report Builder que je ne vous ai pas montré, mais c'est juste le fond noir, donc ça va. Plus tard, vous aurez ces choses-là. Et qu'est-ce qui va être dispo à partir d'octobre? Normalement, voire peut-être plus tard, mais j'espère octobre. Pourquoi? Parce qu'il y a les journées SQL Server et que j'aimerais bien vous montrer les nouveautés sur SQL Server, au JSS. Il y aura l'intégration native du R. Ça, c'est intéressant. Vous allez pouvoir faire du R directement dans SQL Server. L'avantage, c'est que vos données auront moins à naviguer entre votre moteur de R et votre moteur SQL Server. Et souvent, c'est un des problèmes du R. Bref, si ça vous intéresse, ce sera là. L'intégration complète du JSON, parce qu'il y a du JSON déjà accessible dans SQL Server 2016, mais c'est uniquement la partie génération du JSON, pas la partie chargement du JSON. Donc du coup, je ne vous l'ai pas montré. Puis surtout, ça ne sert quand même pas tous les jours. Et enfin, la grosse nouveauté qu'on attend, c'est la nouvelle version de l'outil de développement, qui nous permettra de faire toutes les nouvelles choses de façon comme on sait les faire.
Donc voilà, ça se termine sur cette note positive de Reporting Services a bien changé. Et je vous invite à évaluer les sessions ici, à mettre des bonnes notes parce que je suis quand même très sympa. Et à flasher ce QR code si vous en avez envie. Et je vous remercie pour votre patience et pour vos quelques minutes supplémentaires.